Histoire de territoire, design de demain, bienvenue à tous dans le cadre de la France Design Week et sa programmation très variée dans l'ensemble des régions de France. Ici, un beau voyage autour de l'Ardoise que nous allons découvrir ensemble avec des perspectives très ambitieuses autour du design, des industries créatives, de ce grand passé industriel ardoisier qui a marqué des routes, une route de l'Ardoise, de la Bretagne à l'Anjou, mais aussi au-delà des mers et au-delà des océans. On va le découvrir ensemble. Bienvenue à tous nos participants à travers ce prisme, cette symbiose étonnante entre histoire de territoire et design de demain. Alors, la conférence d'aujourd'hui est consacrée aux Indes bleues. C'est véritablement le prisme d'un voyage dans l'espace et dans le temps. Les Indes bleues, vues à la fois comme un prisme d'aventure et de découverte autour de l'exportation d'ardoise par voie maritime qui va être extrêmement importante, à la fois sur des routes maritimes en direction de l'Angleterre, mais aussi plus largement de l'Europe du Nord. On pense à une mer d'ardoise qui était très largement ouverte à d'autres cultures parce que des mines, des carrières d'extraction d'ardoise ont existé aussi très largement dans les Ardennes. Je pense notamment aux ardoises de Fumay. On pense aussi à l'Anjou, à la Normandie, qui ont été des routes et des carrefours très, très importants pour ces échanges. Jumelage des éléments aussi dans ce voyage qui s'opère autour du massif armoricain, des schistes encore très visibles à Châteaulin, par exemple, dans le Finistère, mais aussi à Maelcarré. Beaucoup de communes aussi qui ont irrigué le long du canal de Nantes à Brest, en particulier, je pense à Port-Launay, et les ardoises de Guerlay-dedans, bien entendu, ce qui nous amène à voyager aussi en direction de Rochefort, dans le Morbihan, mais aussi très largement dans les Côtes d'Armor et dans le Finistère, sur cette socle, sur cette formation géologique du massif armoricain qui compose effectivement un socle très ancien du territoire. Alors, explorons à travers cette conférence, Histoire de territoire, design de demain, cette dimension à la fois silencieuse et éternelle du schiste que vous voyez ici en photo et qui est aussi au cœur de l'architecture bioclimatique de Dubaï, et comment finalement l'ardoise et le travail des ardoisiers est venu perturber ce qui semblait à jamais imperturbable. Alors ici, un clin d'œil à notre patrimoine culinaire, à un autre univers d'invention qui est celui de maîtres chocolatiers, d'artisans qui, autour de nos papilles, nous ont fait voyager, puisqu'ici, vous avez représenté en photo un bonbon bien connu en Anjou, qui est le Kernon d'ardoise, autour d'une fine nougatine que vous voyez, et recouverte d'une couche de chocolat bleuté, ce qui donne quelque chose d'assez étonnant à offrir, et qui met en scène l'extraordinaire créativité qu'il est possible effectivement de construire autour de l'ardoise. L'ardoise qui a une marque et un ancrage très fort en Bretagne, mais aussi encore beaucoup plus fort peut-être en Anjou, à travers cette spécialité angevine qui voyage et manifeste en tous les cas une rencontre complice entre un grand passé minier et un artisan chocolatier qui voulait certainement être aussi un ambassadeur de l'ardoise, cette noble pierre qui revêt avec élégance nos toitures, les toits de grands monuments depuis des siècles. Vous avez sur l'intérêt que portent des écrivains, des érudits voyageurs, un témoignage assez notable d'un philosophe qui va très vite sur le trace des ardoises être véritablement engagé, investi dans un Tour de France étonnant qui va l'amener finalement à marcher sur les traces, sur ce carrefour de la route de l'Ardoise qui est assez bien identifié dans l'esprit de John Locke, qui viendra en visite à Angers, mais aussi dans les ardoisières de Trélazé,
et qui réalisera un carnet de voyage, un récit tout à fait intéressant. Au contact, vous le voyez ici de cette carte, de nombreux pôles d'innovation, que ce soit le savoir-faire en matière de médecine du côté de Montpellier, les forges de la Chaussade à Caunes, Cours-sur-Loire, et les avancées en matière de textile à travers les manufactures de soie qui existaient dans la région de Nîmes, mais aussi de Castres. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde l'exportation d'ardoise entre Petite et Grande-Bretagne, c'est de regarder finalement comment, à l'épreuve du Brexit aujourd'hui, ce voyage de l'ardoise peut-être marque aussi des changements, une vision dans des changements à venir. Dans l'architecture bioclimatique, on va le voir avec l'exemple de l'exposition universelle de Dubaï, mais aussi peut-être sur la façon dont finalement de grands philosophes, en particulier écossais des Lumières, Adam Smith, David Hume, ont bien identifié la Bretagne et l'Anjou comme une étape importante de leur tour de France respectif. Alors, Histoire de territoire et design de demain nous amène effectivement à marcher sur une odyssée, à redécouvrir une route de l'or bleu. Route de l'or bleu qui a été très forte de Carhaix à Plouermel à travers des ardoisières qui vont faire vivre effectivement un grand passé industriel, manufacturier à la campagne. À la campagne avec aussi des relations très intéressantes vers l'Angleterre, puisque vous savez que le XVIe siècle a été marqué par un essor de l'exportation d'ardoise par voie maritime. Et en période de paix, les carrières entretenaient de bonnes relations avec quelques lords anglais, car de nombreuses cargaisons étaient expédiées vers les îles britanniques. Et certaines voies gallo-romaines, puisqu'on oublie souvent que cet espace finalement Britannia qui associait Bretagne armoricaine et Grande-Bretagne a été un espace d'échange, un espace très riche de cabotage depuis l'époque antique, depuis l'époque romaine. Et finalement, des voies gallo-romaines ont aussi servi de route de l'ardoise, très intéressante. Ici, des traces, vous voyez, de l'extraction qui s'est faite toujours de manière beaucoup plus profonde dans le Finistère, avec des carrières qui ont été aussi très importantes pour couvrir les toits et emprunter aussi des canaux. Les canaux bretons ont été une voie de passage très importante, une voie bleue de l'ardoise qui a permis aussi de faire prospérer des axes importants, Port-Launay, Châteaulin dans le Finistère, et d'aller finalement desservir des besoins vers d'autres régions. Je pense en particulier à l'église Saint-Maclou à Rouen, qui a été en partie couverte d'ardoise qui venait de Châteaulin en 1525. Ces gisements ardoisiers, comme vous le voyez, sont anciens. Ils ont aussi amené un flot de migration important de Bretons qui iront travailler dans les ardoisières en Anjou, parce que en période de crise, finalement, des bassins d'activité évolueront fortement et amèneront finalement des ardoisières de Carhaix, de Plouermel, d'Angers à effectivement se développer et à amener un important mouvement de migration. Dans le Segréen, dans le Candéen, du côté de Saint-Barthélemy d'Anjou, de Junier-sur-Loire, vous pouvez retrouver des traces de cette mer d'ardoise, de cette activité passée où les carriers fendaient, coupaient et taillaient le schiste pour obtenir l'ardoise définitive. Ici, des photos d'archives très intéressantes qui nous replongent effectivement dans ce grand passé. Et dans cette corrélation de nombreux petits métiers, on pense également à des voltigeurs, qui étaient peut-être des Erasmus avant l'heure, parce que de chantier en chantier, des couvreurs itinérants et polyvalents, eh bien, pour répondre aux besoins des différents territoires dans les campagnes, avaient l'habitude de monter dans des chantiers, dans des taxis, de faire un grand tour de France, et le dimanche, souvent à la sortie des églises, de proposer des pirouettes humaines, des spectacles que vous voyez ici sur ces photos d'archives. Et ce sont des petits métiers qui ont fait aussi voyager de nombreux voltigeurs à travers la France
pour voilà, se faire un peu d'argent et puis financer un prochain voyage en taxi, en allant de ville en ville et en sillonnant effectivement nos belles provinces. Alors, des échanges aussi vont s'ouvrir très largement dans un espace franco-britannique qui est finalement un espace aussi géopolitique très fort, qui est l'empire transmaritime des Plantagenets, qui a ouvert un cabotage actif très important et qui nous amène finalement à marcher sur effectivement des chemins de mémoire très importants. Vous savez que beaucoup de Concarnois sont partis aussi travailler sur la route des Ardoisières en Anjou. Et ce voyage de l'Ardoise dans le temps a finalement rendu les hommes extrêmement nomades et ouverts à de nouvelles terres d'attachement, d'adoption. Parfois, finalement, des travailleurs migrants sans véritable attache locale. Et l'histoire de la crise de la pêche à Concarneau est le symbole finalement de cette transition vers d'autres activités, d'autres filières, avec de nombreux Bretons, des Concarnois qui viendront descendre dans les puits des mines bleues d'Anjou. Et lorsque l'Ardoise sera moins compétitive, des familles portugaises viendront s'installer sur la commune, d'où l'idée lancée il y a quelques années d'un jumelage entre Trélazé et Valengon au Portugal. N'oublions pas également une relation triangulaire qui s'est développée avec les Antilles. Si Angers cultive effectivement des liens avec la ville, le siège d'un grand constructeur suédois, Trélazé a été aussi en Anjou un grand pôle d'innovation de la Suède jusqu'au Portugal, puisque lorsque Louis XIV a passé un accord avec le roi de Suez pour transformer Saint-Barthélemy aux Antilles en port franc suédois en échange d'un droit d'entrepôt dans le port de Göteborg, eh bien, le XVIIe siècle connaissait à l'époque un véritable essor des exportations d'ardoises par voie maritime. Les ardoises vont faire souffler à l'époque un grand vent de modernité sur les toits européens à la suite d'un très grand incendie, l'incendie de Londres de 1666, qui sera véritablement la fin du chaume et qui marquera le début d'une nouvelle ère. Et cet incident ravageur, effectivement, aura des conséquences très importantes sur l'industrie de l'ardoise dans toute l'Europe. Et Londres sera un véritable théâtre de rénovation, de naissance d'un nouvel urbanisme où l'ardoise permettra effectivement de répondre à la fin des incendies qui avaient entièrement ravagé et détruit cette ville. Alors, on associait souvent en Angleterre les ardoisières aux Indes bleues, justement pour comparer la richesse des Indes à celle des carrières d'ardoise dont les pétales et les schistes étaient exportés jusqu'à Londres. Et ces ardoises ont fait souffler à l'époque un vent de modernité sur les toits européens, en particulier lors de la reconstruction de Londres à la suite du grand incendie de 1666. Ce qui est intéressant, c'est que ce voyage de l'ardoise continue d'exister aujourd'hui. Les ardoises photovoltaïques colorées du pavillon France à l'exposition universelle de Dubaï sont en réalité inspirées des nymphéas de Monet. Et le parcours de Monet offre un parallélisme étonnant au voyage de l'ardoise, puisque jeune artiste, c'est à Londres que Monet a développé ses premières commandes. Alors, la Bretagne est aussi une terre d'inspiration, de grandes expositions universelles, d'artistes, bien entendu, qui s'en sont inspirés. On pense toujours à la vallée des peintres du côté dans le Finistère. Et nous avons aussi en Anjou un très bel exemple, le parc oriental de Molévrier, qui est l'un des plus grands jardins japonais d'Europe et qui illustre bien cet orientalisme, cet intérêt aussi pour utiliser finalement une référence à l'espace et y explorer un nouveau génie botanique, mais aussi reproduire des moules qui venaient d'expositions universelles et qui traduisaient aussi cette approche sensible de la distance, cette ouverture du grand large. Et Alexandre Marcel, qui a réalisé ce parc oriental, sera chargé de réaliser plusieurs pavillons, celui du Cambodge, de l'Espagne et surtout celui de la Compagnie des Messageries Maritimes avec le panorama du Nouveau Monde. Ici, cette architecture bioclimatique que vous voyez, c'est finalement
un champ d'inspiration très fort à l'exposition universelle de Dubaï. C'est l'exposition, le pavillon belge qui va être présenté lors de cette exposition universelle. Eh bien, l'ardoise est aussi une inspiration pour l'impressionnisme du XXIe siècle. Vous savez que l'impressionnisme est caractérisé par cette composition ouverte, cette utilisation d'angles de vue inhabituels, cette tendance à noter des impressions fugitives, la mobilité des phénomènes lumineux plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses. C'est peut-être quelque chose qui nous rapproche des Britanniques et de leur vision de demain post-Brexit, qui oscille à la fois entre grands projets maritimes et ville-monde, puisque vous savez que le Brexit est aussi l'occasion de faire éclore une nouvelle vision, Global Britain, Global Trade, et c'est peut-être l'occasion à travers cette conférence débat d'amener aussi une réflexion histoire de territoire, design de demain sur la façon dont nos relations avec notre plus proche voisin, ces relations entre Petite-Bretagne et Grande-Bretagne vont peut-être évoluer, mais nous inspirent à travers le grand passé de l'ardoise à innover, à être d'audacieux porteurs de nouveaux projets, de nouvelles intuitions, d'autant que Londres, effectivement, se rêve peut-être en cité-État, ouverte sur l'Asie, avec l'idée de se projeter dans un nouveau âge d'or élisabétain, marqué par la chute de la grande armada espagnole. Ça, c'était le premier âge d'or élisabétain, et l'ouverture d'une ère de prospérité stimulée par les échanges et les innovations maritimes. Et ce modèle de cité-État est très largement inspiré par l'exemple de Singapour et sa sécession avec la Malaisie en 1965, et puis l'expérience aussi de Hong Kong avec la Chine continentale, ou des exemples beaucoup plus antiques de thalassocratie comme Rome ou Athènes. Vous voyez ici des images de la City de Londres avec des gratte-ciel qui ont attiré l'appétit de grands investisseurs du Moyen-Orient. Ici, vous avez l'exemple de The Shard, qui a attiré de nombreux investissements qataris. Vous avez le siège d'Al Jazeera avec la rédaction pour les sujets européens à l'intérieur. Et finalement, Londres doit être peut-être appréhendé pour nos entreprises régionales, pour nos talents du design, pour nos talents des grandes industries créatives et artistiques, comme un tremplin vers le Moyen et l'Extrême-Orient. C'est un véritable courant d'affaires, effectivement, vers Dubaï, vers Hong Kong. Et Boris Johnson disait « I'm the mayor je suis le maire du 8e Émirat ». C'est peut-être quelque chose qui, effectivement, doit inspirer beaucoup d'entreprises régionales, réaliser que Londres est peut-être aussi un tremplin capital pour approcher des marchés d'Asie-Pacifique, d'Extrême-Orient et du Golfe Persique notamment, avec un fanion britannique. C'était un peu une devise aussi qui avait marqué de grands penseurs autour de l'énergie entreprendre et de la prise de risque, de la valorisation du Made in France, en se disant que pour vendre à Hong Kong, mieux vaut être fournisseur de la reine d'Angleterre que de Monsieur Smith. Eh bien, ici, vous voyez cet univers de la City qui est effectivement tout à fait intéressant, et ce joker londonien permet véritablement d'approcher toutes les nations anglophones du Commonwealth, ce qui explique que la proximité de la Bretagne est un enjeu très fort qui permet à la fois de toucher un marché très compliqué qui est le marché britannique, mais qui permet peut-être d'ouvrir une voie, une passerelle pour aller en Australie, à Abu Dhabi, et y développer de nouveaux codes, de nouvelles références, être introduit dans des milieux d'affaires, dans des milieux créatifs. Et c'est peut-être ça qui est demain une belle locomotive pour le design breton. Ce qu'il faut peut-être questionner aussi dans l'actualité du Brexit aujourd'hui, c'est peut-être aussi que finalement le Brexit résulte d'une sociologie assez particulière, d'un pays à deux vitesses et de beaucoup d'échecs qui ont été malheureusement très forts dans le débat européen. À travers une campagne Stronger in Europe, donc plus fort en Europe, qui n'avait qu'un seul projet qui était plutôt le statu quo, et un parti travailliste en fait qui était assez peu enthousiaste, et un euroscepticisme profond et ancien alimenté par de nombreux politiques et des médias qui ont finalement pavé la victoire du Leave, donc quitté finalement l'Union européenne, avec une perception d'un succès économique qui était assez inégal,
des effets réels ou perçus d'une immigration non contrôlée et des crises à répétition dans l'Union européenne qui ont finalement poussé un vote qui était assez anti-establishment et qui ne pouvait pas être très, très favorable au maintien dans l'Union européenne, avec une fracture générationnelle aussi profonde, à noter entre des jeunes pro-européens et des moins jeunes qui étaient profondément eurosceptiques. Donc, ce qui aussi qu'il faut bien comprendre aussi dans l'esprit et le rapport britannique aussi aux échanges, c'est une crise du logement qui n'a pas été réglée depuis 30 ans sur le sol britannique et qui a poussé effectivement de grandes surprises lors du référendum, avec des arguments économiques martelés dans la campagne qui n'ont pratiquement eu aucun impact, et finalement des sentiments assez passionnels qui ont pris le devant plutôt que des faits purement rationnels. Et donc, un peuple britannique d'ordinaire assez pragmatique a préféré le saut dans l'inconnu, avec une presse, des médias qui se sont invectivés des échanges parfois extrêmement violents dans les colonnes de grands journaux ou même dans le débat parlementaire. Vous aviez ce ministre britannique qui avait fait scandale en accusant le patronat britannique d'être gras et paresseux, plus enclin à faire du golf le vendredi après-midi que du business à l'international. Alors, comment va évoluer cette relation avec notre proche voisin? La relation post-Brexit, c'est d'abord un retour effectivement à une immigration choisie, un permis à points, avec un système qui va effectuer un filtre et notamment identifier des talents très ciblés sur des secteurs à très forte valeur ajoutée comme l'intelligence artificielle. Il y aura un avenir européen qu'il faudra fortement repenser avec une responsabilité historique de la France et de l'Allemagne qui vont se retrouver finalement un peu les deux puissances qui feront en tous les cas des jeux d'acteurs très forts dans le projet européen et de nouvelles finalement interdépendances à trouver. L'ardoise, c'est peut-être un symbole aussi de l'architecture bioclimatique de demain, de nouveaux biomatériaux, des nouveaux matériaux biosourcés qui peuvent être peut-être des nouvelles alliances industrielles et peut-être un manifeste « mondialisez-vous », c'est-à-dire aller aussi pousser de nouvelles entreprises régionales à être conquérantes, à développer de nouvelles success stories. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Ce voyage de l'Ardoise, je l'espère, vous a intéressé. De Carhaix jusqu'en Angleterre, il y a de grands personnages du pays de Carhaix qui ont effectivement eu des liens très importants avec la culture britannique. Et je voudrais vous encourager à travers la France Design Week à développer ensemble de nouveaux sujets collaboratifs, réfléchir comment se passer de l'Ardoise en Bretagne peut nourrir une histoire de territoire et le design de demain. Je vous propose maintenant d'ouvrir le débat et d'en débattre avec vous tous, avec l'ensemble des participants. C'est se donner aussi l'opportunité de mettre en avant nos talents, nos compétences, nos pépites et notre ouverture à l'international. Je vais réagir et répondre aux questions aussi qui ont été posées dans la bulle de discussion. Et je vous propose aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le micro, prendre la parole pour également faire part peut-être du regard que vous portez sur ce sujet et de son ouverture avec l'Angleterre sur l'approche de l'exportation des ardoises bretonnes et angevines vers le Royaume-Uni. Merci à tous pour votre attention et place maintenant aux échanges et aux débats. Et merci encore pour votre écoute dans le cadre de la France Design Week.